Alors l'Europe a été au rendez-vous de cette crise, plus qu'elle ne l'a été dans la précédente crise économique ou financière, une décennie plus tôt. Et on a apporté d'abord des mesures d'urgence, qui sont souvent des mesures nationales, pour soutenir nos entreprises, pour soutenir par le chômage partiel les salariés, et pour éviter que l'économie européenne ne s'effondre pendant cette période de crise inédite. On est dans un deuxième temps où l'Europe a aussi été au rendez-vous, qui est celui de la relance, qui commence déjà. En France, c'est près de la moitié du plan de relance qui a été engagé. Il est financé, je le rappelle, à 40% par le plan de relance européen qui, lui, commence aussi à décaisser ses fonds cet été. Et puis, la question, c'est comment, après la relance, qui s'étendra sans doute sur les 2-3 années qui viennent pour faire redémarrer nos économies, on construit une stratégie d'investissement et de croissance européenne qui fonctionne, au sens où nous ne sommes pas décrochés des grandes puissances partenaires ou rivales comme les États-Unis ou la Chine. Et pour cela, il faut qu'on réussisse à faire, en l'adaptant, ce qu'on a fait pendant la crise, c'est-à-dire surmonter un certain nombre de tabous ou de difficultés et avoir, je crois, un plan d'investissement commun en Europe, non pas pour ajouter au plan de relance. Le plan de relance, il est là et il faut le mettre en œuvre, mais pour créer un plan d'investissement européen sur une dizaine d'années, comme sont en train de le faire les États-Unis, dans les grandes technologies qui feront cette croissance de demain, les technologies vertes, les nouvelles énergies essentielles pour la transition écologique, la transition numérique pour soutenir un certain nombre de grands champions ou de start-up du numérique, et puis dans toutes ces technologies clés qui font le succès économique, industriel des années qui viennent et qui a déjà commencé, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, l'industrie spatiale, qui sont aujourd'hui encore des forces européennes, mais clairement, on n'est pas au rythme de soutien et d'investissement de la Chine ou des États-Unis qui accélèrent aussi beaucoup. Et la clé, c'est de ne pas rater cette accélération européenne de l'investissement dans les années qui viennent et de ne pas reproduire cette fois les erreurs que nous avons connues en 2011-2012 à la sortie de la crise précédente en revenant trop vite à nos anciens dogmes, à nos anciens tabous et en n'investissant pas. Donc investir ensemble pour les années qui viennent. Il manque au fond, parce qu'on a beaucoup d'atouts économiques, une sorte de prise de conscience de l'Europe comme puissance. La puissance en Europe a eu traditionnellement une mauvaise connotation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le projet européen a été construit comme une réconciliation sans puissance, pour en quelque sorte éviter les dérives de la puissance qu'on a connues sur notre continent dramatiquement. Maintenant, on doit penser de nouveau la puissance. Ça commence par ce changement intellectuel, politique. Je crois que ce changement de logiciel, il s'est fait ces 4-5 dernières années de manière rapide. Quand on voit ce qui se passe en matière de défense, il n'y avait rien en Europe, c'était un tabou complet. On a aujourd'hui, même si c'est parfois trop lent, souvent insuffisant, un budget européen de défense pour financer des projets capacitaires ou de recherche en Europe. On a une coopération structurée permanente, comme on l'appelle, qui soutient des projets communs à quelques pays au cas par cas en Europe. On voit même sur des terrains d'opération comme le Sahel qu'on arrive, nous, la France, à être moins seuls et accompagnés par nos partenaires européens de plus en plus. Donc sur la défense, sur l'ambition climatique, on doit défendre nos intérêts, être leader, mais aussi défendre notre compétitivité. Sur la transition numérique, on doit réguler les grandes plateformes. Sur tous les grands domaines de souveraineté, au fond, l'Europe doit avoir ses règles, ses investissements, ses propres positions. Elles ne dépendent pas de Washington ou d'une autre puissance. On les définit pour nous-mêmes et ensuite on a des alliances, dont les États-Unis, bien sûr. Donc c'est cette capacité, sur ces grands domaines de souveraineté, à affirmer, définir et financer nos grandes politiques communes. Oui, c'est un pilier qui paraît comme ça plus anecdotique ou secondaire auquel je tiens beaucoup. Parce qu'il n'y a aucun projet politique, de puissance, d'action, qui tient dans la durée sans sentiment d'appartenance. Ça ne veut pas dire qu'on transforme l'Europe en un État ou un super-État, c'est pas du tout l'idée. Et cette identité ou cette appartenance européenne, elle est complémentaire d'une appartenance locale ou nationale, à laquelle je tiens aussi beaucoup. Mais si on n'a pas le sentiment, par des symboles, par des expériences communes, Erasmus en est évidemment le symbole, je serais pour qu'on le généralise à toute une génération qui vient après la crise, progressivement. Si on est exclu de cette expérience européenne parce qu'on n'est pas étudiant, mais on est apprenti, ou on est trop jeune, etc., eh bien, on n'aura pas d'attachement au projet européen. Donc l'appartenance, ça passe par des symboles. J'aimerais, moi, qu'on ait des visages de femmes et d'hommes connus sur nos billets en euros, parce qu'il n'y a aucune entité politique qui fonctionne sans ces symboles communs, que chacun ait la chance d'avoir à l'école un jumelage avec un autre établissement scolaire, au collège, au lycée, en Europe.
qu'on ait un peu plus tard cette expérience Erasmus ou de service civique européen généralisé. Il n'y a pas une recette magique. Mais en revanche, si un jeune n'a pas une expérience européenne personnelle, il n'a pas voyagé à l'étranger, il n'a pas rencontré des Européens, il n'a pas appris une langue étrangère et rencontré à cette occasion d'autres jeunes de sa génération, on n'aura jamais le soutien à l'Europe. Car on n'adhère pas à l'Europe par une démonstration économique, mathématique ou géopolitique, on adhère à l'Europe par ses sentiments, sa littérature, sa culture, ses voyages. Et c'est cela, on a tout. La culture européenne, elle n'est pas à inventer, elle est à redécouvrir, à valoriser, à partager. Et j'espère qu'on fera des progrès en mettant en avant et en valeur cette culture européenne pendant notre présidence, par toute une série de symboles qui seront progressivement dévoilés, mais aussi par le renforcement de ces outils de circulation, de coopération, de rencontres en Europe. Ce n'est pas l'anecdote, c'est le cœur du projet européen.